aucun lien diplomatique. Un des conseillers d'Aristide raconte sa version des faits. Lorsqu'il a refusé de leur remettre sa lettre de démission, ils ont menacé de le faire descendre de l'avion et de l'abandonner seul à l'aéroport, sans aucune force de sécurité. C'était comme presser un revolver sur la tempe de quelqu'un. Ils ont utilisé l'intimidation, la coercition. Une fois qu'ils l'ont enlevé dans cet avion, ils ont refusé de lui dire où ils allaient. Ils refusaient même de le laisser regarder par les hublots. Les diplomates américains ont immédiatement nié la thèse de l'enlèvement. L'idée que quelqu'un ait été enlevé ne correspond absolument pas à tout ce que j'ai pu entendre ou voir, ou tout ce dont j'ai eu connaissance. Il n'a pas été enlevé. Nous ne l'avons pas physiquement forcé à monter dans l'avion. Il y est allé de lui-même, c'est la vérité. Aujourd'hui encore, l'administration américaine réfute la thèse du kidnapping. Suite à son incapacité à exploiter les opportunités au fil des ans, nous avons conclu qu'il n'allait probablement pas être capable de gouverner son pays. Mais au bout du compte, il a lui-même pris la décision de partir. Les États-Unis ont présenté une lettre de démission rédigée en créole par Jean-Bertrand Aristide. Toutefois, devant le scepticisme de certains députés, des auditions sont organisées à Washington en mars 2004. Le but est d'enquêter sur la crise haïtienne, mais aussi sur le rôle joué par les États-Unis dans le mystérieux départ d'Aristide. Parmi les témoins, il y avait Timothy Carney, l'ancien ambassadeur américain en Haïti, et Orlando Marville, sénateur de la Barbade, qui a supervisé les élections haïtiennes pour l'Organisation des États américains. Tous deux font aujourd'hui partie du Haiti Democracy Project, le plus puissant groupe de pression anti-Aristide à Washington. Permettez-moi de profiter de la présence des ambassadeurs qui se trouvent ici pour leur poser la question suivante. Lorsque l'expression « coup d'État » est utilisée en anglais, quelle est la signification américaine, la signification internationale de ce terme français, ambassadeur Carney? Je poserai également la question à l'ambassadeur Marville, mais puisque vous êtes tous deux des diplomates professionnels, que signifie cette expression? Un coup contre l'État, si vous voulez, c'est la prise du pouvoir par la force. Il existe d'innombrables manières de le faire. Il existe en fait un livre écrit au milieu des années 60 par Edward Luttwak. Ça me convient. Ambassadeur Marville. Je suis d'accord avec cette définition. C'est une prise de pouvoir par la force, mais c'est une vieille définition. Je pense qu'on se dirige vers plusieurs définitions. Prise de pouvoir par la subtilité, par la douceur, par la violence, etc. Partons d'un point de vue académique. D'après ce que le secrétaire Noriega a déclaré, qu'est-ce qui ne fait pas de cet événement un coup d'État tel que les ambassadeurs le définissent? Rebelle, force, peur, fuite. Lorsque nous avons rencontré les deux diplomates, ils ont à nouveau évité d'appeler coup d'État le départ de Jean-Bertrand Aristide. Pour vous donner une idée, Aristide avait une garde américaine et non pas haïtienne. Il a demandé aux gardes s'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Et ils ont répondu non. D'après ce que j'ai compris, il s'est rendu à l'ambassade américaine et a demandé s'il prévoyait de faire quelque chose. Et on lui a dit non. C'est le combat qui a lieu avec Chavez, c'était le combat avec Allende, c'était le combat avec Mendley en Jamaïque, et c'est le combat avec Aristide. Sauf qu'Haïti est un pays bien plus pauvre, où il est bien plus facile de renverser le gouvernement et d'organiser un coup d'État. Ces actes sont commis en vertu des idées de l'extrême droite qui contrôle actuellement le gouvernement des États-Unis et qui ne supporte pas l'idée qu'une démocratie populaire existe dans son voisinage direct. Toutefois, la chute du petit prêtre des bidonvilles n'a pas affecté tout le monde en Haïti. Une grande partie des élites vit à Pétionville, protégée par des grilles verrouillées et des gardes armés. Le nouveau régime n'a pas ramené la sécurité et les bandes armées appelées chimères, ainsi que des éléments de la nouvelle police nationale et de l'ancienne armée, continuent les exactions. Lahaine et Curbon auraient souhaité une transition différente. La transition qu'on voulait par rapport à Aristide, c'était pas d'abord le départ d'Aristide comme tel. C'était une transition qui permettait de maîtriser la police, qui était truffée de bandits introduits par Aristide, habillés même en policiers par Aristide, et des moyens pour juguler
les gangs que Aristide appelait les bases de son parti. C'était ça le problème principal. Donc on en voulait à Aristide pour ça. Et donc, si on arrivait à contrôler cela, Aristide aurait pu rester au pouvoir. Mais Aristide n'a même pas compris cela. Claude Moïse, historien et éditeur du journal haïtien conservateur Le Matin, invoque des pressions internationales sur Aristide. Mais la communauté internationale voulait une solution négociée. Donc la solution pour être négociée, il fallait que ce fût avec les deux partis. Autrement dit, Aristide d'un côté et l'opposition de l'autre. Donc la communauté internationale jouait jusqu'au bout. Mais au moment où elle s'aperçoit qu'il n'y avait plus rien à faire et que la situation risque de basculer dans une anarchie totale, à ce moment-là, ils sont intervenus et ils ont dit à Aristide, il n'y a plus rien à faire, il faut que vous partiez. La controverse qui a vu le jour durant les élections législatives de mai 2000 en Haïti pose un nouveau défi au président Aristide. Ses adversaires accusent le parti Lavalas d'avoir volé 8 sièges au Sénat. Cela tombe mal pour Aristide. À quelques mois de l'élection présidentielle qui doit suivre, c'est une tâche dans le processus démocratique qui attire l'attention de la communauté internationale. Mais c'était sans compter avec l'espoir que l'ancien prêtre continue d'incarner pour la population de l'un des pays les plus démunis de la planète. Jean-Bertrand Aristide remporte la présidence avec une majorité encore plus confortable qu'en 90. Il faut pourtant admettre qu'un boycott de certains candidats et la confusion engendrée par la fraude au Sénat a terni ce résultat. Le conseiller d'Aristide accuse l'administration Bush d'être à l'origine de cette polémique. Ils ont réalisé, après l'élection de mai 2000, que le parti Lavalas allait être au pouvoir pour les 20 à 30 années à venir. Il ne s'agissait pas uniquement d'Aristide. Il ne s'agissait même pas principalement de lui. L'objectif était en fait la destruction du parti Lavalas, car il défendait les intérêts de la majorité de la population. Lors des auditions du Congrès en 2004, le secrétaire Noriega a invoqué cette fraude pour remettre en cause la légitimité du second mandat d'Aristide. En avril 1997, les élections législatives frauduleuses une fois encore en mai 2000. Cette série de farces électorales... J'y étais, monsieur Noriega. Alors essayons de comprendre en quoi les élections étaient frauduleuses pour que le peuple américain puisse le comprendre lui aussi. Les élections elles-mêmes se sont relativement bien passées étant donné la situation en Haïti à l'époque. Le problème était de savoir si un deuxième tour aurait lieu pour 7 ou 8 sièges au Sénat. Est-ce juste, monsieur Noriega? Oui, c'est exact. Merci. Pourtant, lorsque nous avons parlé à la Barbade avec Orlando Marville, qui a dirigé l'équipe internationale chargée de superviser ces élections, il nous a déclaré qu'on ne pouvait balayer cette affaire d'un revers de la main. Tout le monde avait tout misé dans le processus électoral, pensant qu'il serait propre. Dans le vote sénatorial, le parti Lavalas était gagnant, mais il ne remportait pas tous les sièges. Lorsque nous avons réalisé que la comptabilisation était étrange, nous nous sommes assis et l'avons recommencé. Il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose de bizarre. Selon la constitution haïtienne, il faut obtenir une majorité absolue, soit 51% au moins des votes, pour être élu sénateur. Si aucun candidat ne l'obtient, il y a un deuxième tour. Les observateurs internationaux ont conclu que le Conseil électoral avait déclaré vainqueur 8 sénateurs de Lavalas qui n'avaient pas obtenu la majorité absolue. Il y a donc bien eu une faute constitutionnelle. Malgré les injonctions internationales, le Conseil électoral refuse d'organiser un second tour. Aristide a-t-il pesé sur cette décision? Dès sa prise de pouvoir, le président Aristide a poussé 7 de ses 8 sénateurs à démissionner. Et il a envoyé une lettre aux observateurs internationaux déclarant qu'une nouvelle élection serait organisée. Dans cette lettre, le président Aristide indiquait tout d'abord « Je suis désormais en position de vous informer que les 7 sénateurs contestés ont démissionné ». La lettre demandait également au Conseil électoral d'établir rapidement la date de l'élection pour les sièges contestés. Mais l'opposition refuse de négocier. L'opposition savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas gagner.
Même avec des observateurs en provenance de toute la planète, elle ne pouvait pas gagner. Même en comptant, recomptant et recomptant chaque bulletin, elle ne pouvait pas gagner. L'unique manière de pouvoir vraiment se positionner et prendre le pouvoir était de fabriquer cette crise de toutes pièces. Cette fraude électorale va avoir des conséquences inattendues. Ces 8 sièges contestés ont finalement servi à justifier un embargo à grande échelle d'Haïti, dont le but n'était en fait pas d'avoir une répercussion quelle qu'elle soit sur ces 8 sièges, mais de renverser le gouvernement Lavalas. Avec 8 millions d'habitants et un taux de chômage proche de 70%, Haïti demeure un des pays les plus pauvres de la planète. Comme les nantis refusent de payer davantage d'impôts, le budget annuel se limite à 300 millions de dollars. Autant dire que sans aide venue de l'étranger, l'État ne parvient pas à remplir sa mission. Pourtant, au cours des 15 dernières années, le gouvernement américain a fait pression sur les institutions financières internationales pour limiter l'aide au président haïtien. Condamné à diriger son pays avec des ressources insuffisantes, Aristide dénonce un embargo qu'il rend responsable de la stagnation de son pays. Le problème est que si vous ne fournissez pas les fonds, vous devez fournir des soldats. Il n'existe pas d'alternative en Haïti. Plus fort encore. Débloquer le pays. Pour malheureux aller souffle en bas grand goût, débloquer le pays. Pour qu'il y ait moins de chômage, plus de travail, débloquer le pays. Pour qu'il y ait élection et non coup d'État, débloquer le pays. En fait, l'embargo a marqué le début de la fin du régime démocratique en Haïti, parce qu'il était conçu par les États-Unis, avec le soutien du Canada et de la France, pour déstabiliser le gouvernement. What you saw as the Bush administration came in was a tightening noose around Haiti. Ce que l'on a pu constater, c'est que l'administration Bush a placé un nœud coulant autour d'Haïti sous la forme d'un embargo total. Un embargo suffisamment sévère pour priver Haïti du soutien qui lui aurait permis de se remettre sur pied. L'embargo américain est-il en partie responsable de la chute du gouvernement Aristide? C'est ridicule. Ce que l'on appelle un embargo a d'ailleurs commencé en 2000. C'était une décision de l'administration Clinton visant à conditionner l'apport d'une aide financière internationale à Haïti à la signature d'un accord politique capable d'apporter une solution aux problèmes du pays. Lors des auditions du Congrès, Jeffrey Sachs, un économiste qui a travaillé en tant que conseiller dans les institutions financières internationales, a fourni un autre éclairage. Lorsque j'ai parlé au président Aristide en 2001, il a présenté une vision économique très intelligente et responsable. Il souhaitait travailler avec la Banque de développement interaméricaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'ai donc été particulièrement choqué à mon retour à Washington de découvrir que les États-Unis avaient imposé un gel sur toutes ces institutions. Combien de personnes savent que si vous n'avez pas ce type d'aide, vous n'avez pas d'argent pour les infrastructures, pas d'argent pour assainir l'eau, pas d'argent pour la police, pas d'argent pour les pompiers. Bien qu'on ait reproché à M. Aristide de ne rien faire contre la pauvreté, comprenez-vous à quel point il était étranglé par le manque d'aide, bilatérale ou autre? Combien de personnes comprennent cela? En tant qu'économiste, permettez-moi de vous dire que c'est même pire que cela, car ils lui ont asséché ses réserves de devises étrangères. Alors qu'il continuait à s'acquitter de ses dettes auprès des institutions internationales, le taux de change a dégringolé, l'inflation a augmenté et l'économie s'est effondrée. Et tout cela est le résultat délibéré de la limitation de l'aide. James Dobbins, ancien collaborateur des administrations Clinton et Bush et aujourd'hui consultant pour la firme Rand, est du même avis que Jeffrey Sachs. Je pense que la décision de couper l'aide à Haïti en 2000, décision qui n'était d'ailleurs pas uniquement américaine, mais soutenue également par l'Europe, est directement responsable de la désintégration des institutions haïtiennes et de la faiblesse d'un État qui allait permettre à 200 criminels armés de renverser le gouvernement. Mais ce n'est pas entièrement la faute de l'administration Bush. La décision avait été prise à l'origine par l'administration Clinton et elle a été poursuivie par l'administration actuelle. Le problème